Alors, de quoi le pouvoir d'achat dépend-il? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'un individu ou qu'un ménage va pouvoir se procurer avec son revenu disponible. Et donc, il va acheter des biens et des services qui vont se répartir en grandes catégories qu'on appelle des postes budgétaires. Donc, un poste budgétaire ou un poste de consommation, c'est toutes les dépenses, c'est un regroupement de dépenses de biens et services d'une même catégorie. Par exemple, le poste budgétaire de l'alimentation. Donc, on va mettre là-dedans toutes les dépenses qui concernent l'alimentation. Et on va comparer ce poste budgétaire à d'autres postes budgétaires en regardant comment ça se répartit dans l'ensemble du revenu. Donc, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient budgétaire, c'est-à-dire la part en pourcent donc, du revenu qui va être consacré à un poste budgétaire, à un type de dépense. Et on va voir que la façon dont dont les ménages dépensent, achètent, consomment, va dépendre de deux choses. D'une part, de leur revenu disponible et d'autre part, des prix. Alors déjà, le revenu disponible, comment est-ce qu'il influence la consommation? Eh bien, il ne va pas influencer seulement la quantité de biens et de services qu'on peut se procurer, il va aussi influencer la répartition des postes budgétaires. C'est-à-dire que le fait d'avoir un revenu disponible plus ou moins important ne va pas avoir un impact uniquement sur la quantité de biens et services qu'on consomme, mais aussi sur le type de dépenses qu'on va faire. Et on voit que les ménages les plus pauvres ont une structure des dépenses très différente de celle des ménages les plus favorisés. On voit par exemple que les ménages les plus pauvres consacrent à peu près 17,5% de leurs revenus disponibles à l'alimentation, alors que les ménages les plus favorisés, ils n'en consacrent que 11%. Alors ça ne veut pas dire que les ménages les plus favorisés se nourrissent moins que les ménages les moins favorisés. Ça veut dire tout simplement que comme leur revenu est plus important, le poids des dépenses d'alimentation est moins important dans le total des dépenses, alors que pour les ménages les moins favorisés, comme le revenu est plus mince, ils ont des dépenses incompressibles d'alimentation, et donc elles occuperont une part plus importante dans le budget total, alors que vraisemblablement, la valeur en euros de ces dépenses est moins importante. Et les ménages les plus favorisés, comme ils ont davantage d'argent, vont pouvoir effectuer d'autres types de dépenses et consacrer une part de leur revenu plus importante à la satisfaction de besoins, de besoins secondaires avec des biens de seconde nécessité. On voit par exemple que les ménages les plus favorisés consacrent aux loisirs, à la culture, 11% de leurs revenus, alors que les ménages les moins favorisés n'y consacrent que 6%. Et les ménages les moins favorisés, ils consacrent à tout ce qui est restaurant, hôtel, café, etc. Même pas 5% de leurs revenus, c'est à peu près 3,5%, alors que les ménages les plus favorisés, eux, ils consacrent 7,5%. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que le revenu disponible influence la quantité de biens et de services consommés, mais aussi la structure de ces dépenses, et que donc plus le revenu disponible est élevé, plus on va consommer de biens secondaires pour satisfaire des besoins secondaires. C'est ce qu'on appelle la loi d'Engel, qui est un mécanisme qui a été mis en évidence par un statisticien allemand au XIXe siècle. Donc voilà, le revenu disponible déjà influence la façon dont on va consommer. Et puis évidemment, les prix aussi vont influencer la façon dont on va consommer. Si le prix d'un bien augmente, il peut se passer différentes choses. Ou bien, je considère que ce bien est fondamental, nécessaire, que c'est pour moi une dépense incompressible, donc je ne vais pas modifier ma consommation de ce bien-là, mais je vais devoir du coup réduire la consommation d'autres biens. On peut prendre l'exemple de l'essence, qui est considérée comme un bien fondamental pour ceux qui l'utilisent, parce que souvent les gens utilisent l'essence pour aller au travail, etc. Et donc quand le prix de l'essence augmente, on remarque que la consommation d'essence varie assez peu. Mais donc ça veut dire que les dépenses d'essence vont augmenter, et donc les individus qui achètent de l'essence vont devoir réduire leur consommation d'autres biens. Ça, c'est un premier phénomène qui peut se passer quand les prix augmentent. Autre phénomène, le prix d'un bien augmente, je vais réduire ma consommation de ce bien, soit parce que je vais continuer à le consommer, mais en moindre quantité. Donc, par exemple, si le prix des séances de cinéma augmente, je peux continuer à aller au cinéma, mais y aller moins souvent. Ou bien, je peux arrêter d'aller au cinéma et substituer mes dépenses de cinéma par autre chose. Donc, je peux arrêter d'aller au cinéma et puis louer des DVD, par exemple. Donc, voilà, je peux réduire ma consommation des biens, soit pour en consommer moins, soit pour le substituer à autre chose. Enfin, soit pour y substituer autre chose, plus exactement. Et dernière chose, c'est le cas d'un type de bien particulier qui est la question des biens de luxe.
dont une des qualités est d'être cher. Et quand je dis une des qualités, c'est bien une des qualités. C'est-à-dire que les biens de luxe, on les achète parce qu'ils sont chers. Donc si le prix des biens de luxe diminue, leur consommation risque de diminuer puisque les individus ne pourront plus se distinguer en achetant des biens de luxe. Donc les prix peuvent avoir différents impacts sur la consommation en fonction du bien, enfin, du produit qu'ils concernent.